En étant doctorant, on doit travailler 7h35 par jour. Donc, le problème, c'est qu'on n'est pas payé. Bon, c'est pas les problèmes, mais la situation, c'est qu'on n'est pas payé ces quantités-là. On est payé moins. Alors, pour éviter qu'il y ait un problème en termes légal avec le doctorant et l'argent et tout, ils Mm. nous donnent plus de congés. Donc, à la fin, on a 45 ou 44 jours de congé. C'est pas Donc, mal. Vous avez ouais, plus que nous, les ingénieurs. oui, oui, c'est pas mal, mais la différence, c'est ça, en fait. On travaille plus, en théorie, et non, pas tout le monde prend tous ses vacances. Qu'est-ce que tu veux dire Il y par a là? des, mais par exemple, il y a des gens qui ont pris quelques semaines, on va dire, ils ont pris 30 jours ou 25 jours, et les autres 25 jours sont perdus parce qu'ils ne prennent pas. C'est tout, parce qu'ils sont pas l'envie, ils sont pas la motivation pour faire des vacances, ils sont trop pressés pour faire le doctorat ou les recherches, je sais pas. Ouais. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu chaud. Je trouve dommage, de mon point de vue, hein. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je trouve un peu dommage, de mon point de vue, avoir cette compensation en termes de temps, Mm. parce qu'on n'est pas payé de l'argent, et ne pas l'utiliser. Parce que c'est comme donner ton travail gratuit. C'est mon point de vue. Après, les autres peuvent le voir d'une manière différente. Sont très passionnés par la recherche, donc ils n'ont pas besoin d'autant de vacances. Et même, il y a des gens qui travaillent encore plus de 7h35 par jour pour Ouais. faire leur doc. Donc, voilà. Donc, Mais c'est est-ce ça qui que, fait que, ouais. voilà, on a plus de vacances, c'est parce qu'on est moins payé par rapport Et, à autre, ouais. Ouais. Mais du coup, vu que toi, tu fais ton doctorat, la plupart des doctorants, bon, en tout cas ceux qui sont pas en thèse cifre et qui sont au labo académique comme toi, en règle générale, pendant les vacances, l'école ferme. Et quand l'école ferme, vous ne pouvez pas travailler. Ou votre Oui, mais labo ça, reste ouvert, même malgré. non, non, il y a 2 semaines en août et une semaine en Noël qui sont fermées, donc c'est 3 semaines qui sont compris en fait OK. Ah, dans les d'accord. cas. Donc en gros, tu es forcé, quoi qu'il arrive, à prendre au moins 3 semaines par an de vacances. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve pas, bon, pas normal, mais pas bon de ne pas, voilà, de ne pas prendre toutes tes compensations. En termes, à un moment, si les labos un jour me dit, OK, écoute, si tu prends pas tes vacances, on te la donne en salaire, moi je suis Ouais, très content. Moi, je ne prends pas des vacances, je prends les 3 semaines obligatoires ouais, et le reste, ouais, donne-moi l'argent. Mais il ne faut pas ça non plus. Donc, en gros, c'est un peu dommage. C'est un ouais. peu dommage. Enfin, je pense qu'il faut trouver l'équilibre de travailler et reposer. Donc, tu peux prendre un mois, je sais pas, en août et un mois en Noël, pourquoi pas? Ouais. C'est une manière de splitter tous les 44 semaines, en suivant la loi quand même, parce que la loi de France dit que tu peux pas poser plus de 30 jours. Et je pense que c'est une manière de splitter. Comme ça, tu fais 30 jours déjà. Et le reste, tu peux les poser une semaine par-ci, par-là. Et comme ça, tu auras ton temps complet. Et donc, tu vas obtenir ton rémunération complète en même temps. Mais il y a des gens qui ne font pas ça. Moi, je l'ai fait. J'ai demandé le maximum que j'ai pu et voilà. Mais j'ai pas pris des vacances pendant toute l'année quand même, hein. C'est un petit rapport sacrifice, travailler toute l'année en continu, sauf les 2 semaines en août, qu'il faut, quoi qu'il arrive, les avoir. Mais sinon, il faut on continue de travailler. Ça fatigue. À la fin, tu arrives et tu es en mode, pff, je tiens plus. Mais après, on est en Ouais. vacances, hein. Et surtout pour les gens qui ont des étrangers. Je connais quelqu'un qui vient du Vietnam, qui est aussi loin, qui c'est si cher comme l'Équateur le billet. Ça rentabilise. Mm. Ça, et pour les étrangers, je comprends pour les Français ou qui sont un grand max 5 heures, 6 heures de train, Mm. leur famille ou de leur, je sais pas, de ceux qu'ils veulent y aller visiter ou passer avec les vacances. Ouais. Mais pour les gens comme moi, et les étrangers qui en habitent loin, parce que s'il y a des étrangers qui à l'avion, bon, l'avion c'est pas non plus pas cher, mais c'est 12 heures de vol et ils sont déjà chez eux, Ouais. pour des trucs comme ça. Même les étrangers européens, hein, parce qu'il y a des étrangers qui sont de l'Union européenne, donc ils sont étrangers quand même, Ouais. mais ils sont pas confrontés au même problème que les étrangers hors Europe.
Dans ton labo, vous aviez des Nord-Européens, Oui, genre il y a des gens de... des thésards du Norvège ou du Danemark, ce genre de choses. C'est pas vraiment de Norvège, c'est plutôt de l'Allemagne et de l'Espagne. Ah, mais l'Allemagne, c'est juste à côté. Ils Ça, peuvent c'est ça. venir à pied, on va dire, ils peuvent venir à pied. Voilà, tu vois, en plus, ici à Amiens, tu es très proche. Tu es très Ouais. proche de Bruxelles, tu es proche de tout, quoi. Mm. On est vraiment au nord, donc Allemagne, Bruxelles, la Suisse, un peu moins quand même. Ouais. Mais tu es plus loin de l'Espagne que d'autres choses. Ouais. Et de Et Portugal. ouais, j'entendais des informations récemment. On me disait que par rapport à l'inflation, en tout cas, on me l'a pas dit, je l'ai lu, c'est que par rapport à l'inflation, tu as beaucoup de Français qui vont en Allemagne pour faire des courses. Parce qu'en France, le prix, il est très, très élevé. Est-ce que tu as remarqué ça ou tu as entendu parler de ça? Ou est-ce que peut-être toi-même, tu vas en Allemagne pour faire tes courses? Je sais pas. Ah, je pense pas, mais... Moi, on est plutôt côté de Belgique en termes Amiens, parce qu'on est à 1 heure de Lille et à 1 heure encore de Belgique. Donc, ça veut dire qu'on est à 2 heures de Belgique. Mais en termes de l'inflation, oui, je vois les changements. Quand je suis arrivé ici, les poulets, il était beaucoup moins cher que ce qui est maintenant. Avant, je pouvais acheter, tu sais, 5 blancs de poulet par, je ne me rappelle pas trop bien, mais en Un disant jour. 3 4. Euh, Mais tu vois, c'était des trucs que je pouvais acheter qui m'aidaient à tenir une semaine. Donc je mangeais toujours de poulet jour et nuit, mais ça aidait à tenir une semaine. À ouais. tenir une semaine. Maintenant, je vois que la même quantité a doublé les prix. Dès mon point de vue, je Ouais. me rappelle pas trop bien les prix exacts de l'époque, mais je pense que Et ça a ouais. surpassé pas les 5 euros et maintenant c'est 10 euros et tu Ah, t'es dit à toi-même, écoute, ouais. c'est cher, hein. C'est cher de ouf, hein. Ouais. Et c'est quelque chose que oui, moi je me suis rendu compte, effectivement, l'inflation, elle a augmenté. Il devrait vous augmenter le salaire, ton salaire de doctorant. Il devrait vous augmenter le Là, salaire pour équilibrer. oui, il devrait augmenter. Je ne sais pas combien gagner avant un doctorant par Ouais. rapport à ce qu'on gagne maintenant. Là, tu Donc, je gagnes peux pas combien dire, là? ah, ça se dit pas, hein. Mais, mais moi, Tu es vigilant, tu es très vigilant. ah, il faut Ouais, le faire, mais hein. bon, en règle générale, le salaire, je me rappelle parce que quand j'étais en dernière année d'école d'ingé, j'avais reçu des offres de doctorat et en tout cas, enfin pas des offres CIFRE, mais des offres au labo. Les offres en thèse CIFRE, les prix étaient un peu plus élevés, mais les offres au labo Oui. que je recevais, enfin tous, c'était le même prix, hein, c'était 2100 et quelques euros bruts et en net, c'était dans les 1700, 1800 quoi. Je sais pas si ça a changé, mais En gros, entre c'est temps, c'était ça. 1700. Le salaire Net, ouais. général, on va dire, c'est 1700. Euh, pour le doctorant, c'est 1700. Ouais. Alors, Ouais. ça, c'était à l'époque, et je pense que ça n'a pas changé parce que c'est vraiment à peu près les salaires qui on reçoit tous, un peu plus, un peu moins, ça dépend du projet. Mm. Et si c'est le même salaire d'il y a 5 ans, alors que les prix par rapport à 5 ans, on ont Ouais, monté, ouais, on dirait, bon, il faut faire des trucs spéciaux, je sais pas. Moi, je suis pas économiste ni spécialiste de thématiques, mais je sais pas, faire des offres, parler avec des producteurs pour essayer je sais pas, compenser un peu l'augmentation des prix et pour aider les gens, hein, pas que les étudiants, mais les salariés, ouais. les salariés avec un taux, hein, avec Mais un taux minimal. par contre, est-ce que tu es toujours, alors, j'imagine que tu n'es plus en statut étudiant, et il y a un truc comme quoi, par exemple, si tu es thésard, tu n'es pas considéré comme salarié. Donc, bon, tu es entre étudiant et salarié, mais tu bénéficies de quelques avantages pour les étudiants. J'imagine pas tous, mais tu bénéficies. Mais oui, c'est ça. On est dans un statut bizarre qui, même nous, on Ouais, ne sait pas même inquiéter. moi, je sais jamais. C'est ça. Parce Ouais. qu'un étudiant, en théorie, ne déclare pas ses impôts, en théorie, parce qu'en théorie, il gagne Tu payes rien. pas des impôts? Ah, un Oui, étudiant. moi, je dois déclarer mes Ah, impôts et je pense que cette année, je dois les payer. J'ai déclaré l'an dernier. Si tu payes pas, voilà, ils vont venir devant ta porte. Ils vont prendre tes meubles, ils vont prendre ton lit. Ouais. Voilà, ils vont venir tout prendre. Mais tu vois, c'est bizarre parce qu'on n'est pas salarié en soi, même si pour certaines choses, on déclare être salarié. On est étudiant aussi parce qu'on garde les avantages étudiants.
je vois pas trop qu'est-ce qu'on a perdu. Hmm. On a perdu plutôt les avantages d'être plus de 25 ans. Je sais qu'il y a des choses en France Oui, qui voilà. disent J'allais venir par rapport à ça, mais bon, du coup, c'est top que tu viennes. Ouais. oui, mais je pense que c'est ça qui tu perds plutôt en Ouais. étant Avant ben, 26 certes ans, le plus âgé. transport, c'est moins cher. Tu peux aller au ciné avec des prix réduits. Tu as plein d'avantages, hein. Bon, on n'utilisait pas tous ces avantages, mais il y en a plein. Oui, 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 c'est Ouais, plutôt ça. il y en a plein. Je pense qu'en ayant toujours la carte étudiant donnée par l'université, je pense qu'on garde encore tous les avantages étudiants. Ouais, tu peux prendre des livres, des choses comme ça. Voilà, on appartient toujours à l'université. Il n'y a pas distinctif qui dit, voilà, cet étudiant est étudiant en thèse et cet étudiant est étudiant en master. Non, donc en Ouais. gros, on est étudiant. Peu importe si tu fais thèse, doctorat, enfin thèse, master, licence, IUT, tu es étudiant et tu es étudiant. Donc ça, on conserve. Ce qui s'ajoute et ce qui fait bizarre les statuts, c'est le fait on a prendre les responsabilités. On est un étudiant, on prend les responsabilités aussi d'un salarié. Ouais. Donc, les des impôts qu'on doit déclarer. Et bon, si, je pense que c'est tous les plus gros désavantages, c'est payer des impôts. Bon, il faut contribuer quand même à la Ouais. société, donc c'est pas vraiment Ouais. une désavantage. Mais voilà, il faut prendre la responsabilité de payer des impôts. Ok. Il y a une chose, tu sais, depuis à peu près un peu plus d'un an, je suis vraiment à fond dans l'intelligence artificielle. Et en tout cas, je suis surpris parce que j'ai parlé avec beaucoup d'ingénieurs qui m'ont dit, alors il y en a qui l'utilisent, mais il y en a plein qui me disent que, en tout cas, ils ne les utilisent pas. Je suis vraiment surpris. Et à chaque fois que en tout cas, depuis un moment, moi, quand je rencontre un chercheur ou un ingénieur, je lui demande, est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle dans tes recherches Toi, voilà, en ce qui te concerne toi, mais en général dans ton labo, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent, je ne sais pas, ChatGPT ou une autre intelligence artificielle pour, voilà, pour rédiger, en tout cas, des rapports ou voilà, rechercher plus rapidement des articles scientifiques ou ce genre de choses? Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Il y a des gens qui utilisent beaucoup l'intelligence artificielle, qui s'en servent Ah. beaucoup comme. Moi, je ne suis pas fan pour le seul fait que Yeah. l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, c'est une outil très, très merveilleuse, on va dire. Tellement merveilleuse que je sente personnellement, hein, je ne le dis pas que pour tout le monde, mais Yeah. personnellement pour moi, si je commence à l'utiliser, je vais travailler moins, ça veut dire je vais apprendre de moins. Je Ouais. vais faire moins d'efforts pour retenir des choses en sachant que j'ai un outil magique, si on les met comme ça, qui va résumer des trucs, qui va corriger des trucs, qui va faire des trucs pour moi. Je peux perdre ma capacité. Par exemple, tu avais cité des gens qui utilisent pour écrire un rapport. Forcément, c'est pas pour des rapports officiels, parce que ça se verrait très, très facilement. Voilà. Et Non, l'effet déjà de ça c'est vrai, ça c'est vrai. l'effet de rédiger un rapport banal, simple pour toi-même, et que tu le dises à ChatGPT par simple de Ouais. dire, eh, rédige-moi un rapport par rapport à un résultat que je t'ai donné, tu lui donnes tous les entrées, tous les sorties, tout ce qu'il veut, tu perds de cette capacité-là qui va Ouais. te servir pour faire ton rapport final de thèse ou un rapport pour une article, je sais pas quoi. Donc déjà, ça, pour moi, c'est pas bon. Peut-être il y a des gens qui les donnent une meilleure utilisation, mais moi, je sens que si je l'utilise, je vais devenir paresseux. Mais de toutes les façons, Après, il y a je te laisse finir, je te laisse finir. ouais. Et donc voilà, c'est déjà le rédaction des rapports, de chercher des articles. C'est vrai qu'après, des fois, c'est casse-tête de lire tout. J'ai développé une stratégie au mode je lis, j'ai une idée Mm. et je cherche un article qui parle de cette idée et je prends les parties de l'article qui parlent de cette idée. Comme ça, je peux construire mon article à Ouais. moi, ma biographie, sans devoir lire tout l'article parce que c'est impossible. Tu vois 50, 60 articles cités dans un paper. Je sais pas, hein, mais je trouve peu crédible, de mon point de vue, que quelqu'un ait lu 60 articles entièrement et a retenu 60 articles entièrement pour rédiger son article. Ça peut arriver, hein. Du coup, Peut-être. tu le fais que sur ordi, du coup. Tes articles, tu ne les consultes que sur ordi. Oui, Comme ça, c'est plus. tu peux faire un raccourci, tu recherches les mots-clés et sur Voilà, ordi, tu peux faire un CTRL F et ça t'envoie directement vers les mots que tu peux trouver. Et ça t'évite de voilà. parcourir tout l'article. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Donc, déjà, j'ai fait des trucs qui m'aident à trouver l'idée que je cherche. Mm. Alors que si j'ai dit à ChatGPT, cherche-moi.
le truc et tout, il va me sortir beaucoup des choses, il va essayer de trier. Bon, ça va être un peu le bordel, je Ah, pense. mais non, en fait, ça dépend de ce que tu lui dis. En fait, Voilà. si tu lui dis, je veux juste, par exemple, admettons que tu veux, voilà, toi, tu es en matériau, admettons que tu veux analyser un matériau spécifique pour savoir, je ne sais pas quel pourcentage voilà, du fer, enfin, peu importe à l'intérieur, ou l'alliage, ou ainsi de suite, tu veux savoir. Et tu veux trouver une méthode de caractérisation adaptée à ce que tu veux caractériser. Toi, tu peux lui dire, écoute, j'ai ceci, j'ai envie de le caractériser, mais je ne sais pas. En tout cas, ce que je te demande, c'est d'aller rechercher dans la base de données de tout ce qui existe de me trouver la meilleure technique de caractérisation pour caractériser ceci. Et ChatGPT, je ne sais pas, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment testé sur des choses hyper scientifiques ou les techniques de caractérisation. J'ai essayé, mais il est très approximatif. Il est vraiment très approximatif. Et en règle générale, il ne va même pas te donner la meilleure. Il va te dire, non, mais ceci peut être bon. Enfin, en tout cas, je l'ai testé sur des choses scientifiques et il n'est pas vraiment performant dessus. Mais en gros, si tu lui demandes à l'IA et que tu précises, il va aller te chercher la meilleure qu'il peut trouver et il te le donne. Mais sachant que l'IA également peut se tromper. Il m'est arrivé Oui, oui. plusieurs fois, je lui demande quelque chose, il te donne quelque chose qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que je peux lui dire Macron à quel âge? Il va me dire le chien a quatre jambes. C'est-à-dire, il va te donner des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu lui demandes des fois. Voilà. Des fois, il pète un Ça, câble. ça c'est un des problèmes. Et ouais, comme tu dis, c'est approximatif. De toute façon, il y a un travail à faire derrière. Euh, Ça peut la vue un peu, mais je pense que c'est des choses que les humains doivent faire encore quand on parle de la recherche scientifique. Que c'est des choses qui on doit développer, qui doivent être sûres et tout, et donc on doit Totalement. être sûr, pas des conneries. Et même les humains, on se trompe beaucoup, mais je pense qu'en faisant ça, c'est pas l'effet d'avoir un truc parfait, surtout en test. En test, tu es là pour apprendre, même si quelqu'un m'a dit une fois que non, que c'est la thèse, c'est pas une formation. Mais non, je suis pas d'accord. La thèse, c'est une formation. On apprend, on fait centre de recherche. Donc l'objectif, c'est pas d'utiliser des raccourcis, des chats GPT, des trucs pour faire un joli rapport. Et voilà, mais Toi, tu es contre ChatGPT. Tu es contre non, mais ChatGPT. je connais des gens Euh, qui utilisent le chat GPT pour avancer dans leur projet. C'est pas bête, hein, c'est tout le contraire, c'est super intelligent, mais je pense que c'est pas si formateur que faire la recherche par toi-même. C'est plus efficace d'utiliser chat GPT, je suis d'accord, c'est des avantages. Mais je préfère pas les faire parce que je préfère vraiment les faire par moi-même. Savoir que moi, j'ai fait l'effort pour ma recherche et que ouais. quand il s'écrit Kevin Gallegos, je sais pas quoi, dans la thèse, dans les diplômes, c'est pas mon nom plus. Tu sais quoi? Ouais, c'est ce qu'on va faire. Lorsque tu as écrit ton doctorat, on dit le thésard, tu vas mettre ton nom et tu mets ChatGPT à côté. Et voilà, c'est ça. Alors que je peux faire une thèse qui Ouais. va être pas parfaite, mais qui va être ma thèse. Ouais. Non, mais par exemple, tu utilises. Bon, je ne vais pas faire de la pub pour. C'est pas pour faire de la pub pour eux, mais tu connais le logiciel, en tout cas, le site internet qui est connu dans le monde de la recherche en chimie, enfin, pas en chimie ou en matériaux, dans le monde scientifique, ou si tu recherches un article scientifique, tu tapes les mots-clés et il te cherche une liste d'énormes articles scientifiques. Tu l'utilises ou pas pour faire ta recherche? Mais les seuls que j'utilise, c'est Google Scholar. C'est les seules choses que j'utilise. Sérieux? Et pour Ok, bah du coup, oui, oui, je dirais c'est ça, pas celui-là. Mais au fait, ça m'a Google Scholar, je dis ChatGPT, mais l'intelligence artificielle peut servir. Parce que même Google Scholar est à base d'intelligence artificielle. voilà. Et ouais. Donc, Mais c'est plus ça. tu peux C'est plus l'utiliser ça. juste dans ce sens. Mais c'est Ouais. vrai que je Et- parlais d'écrire un rapport. C'est vrai que j'exagère, parce que même ChatGPT, il ne peut pas t'écrire. Alors, il peut écrire un rapport de A à Z, mais si tu lui dis, par exemple, écris-moi un rapport, il ne peut pas l'écrire. Tu dois aller par plusieurs étapes. Tu dois lui demander de t'écrire une structure. Après, tu vas dans les détails, et ainsi de suite. Mais ce qui est là, c'est que ton rapport ne sera pas excellent. Ton rapport ne sera pas excellent et Non, mais c'est trop c'est casse-tête. pour ça que Et ça va se détecter, ça va se voir. Ça va se voir que c'est écrit par. Et ça va se voir que c'est non, écrit mais par un c'est pour robot ça que et c'est pas j'ai écrit parti par sur un humain. Ouais.
Non, non, C'est mais c'est pour ça que je partais sur l'exemple des ouais, rapports pour toi-même, en fait. Si toi, totalement. tu as beaucoup d'informations Ouais, et que tu veux l'organiser, déjà, c'est un exercice d'apprentissage de l'organiser toi-même. Alors que si tu demandes à ChatGPT parce que tu dis, ouais, c'est un rapport pour moi, ça peu importe, tu perds déjà ses capacités de faire un rapport, ouais, plutôt cet ouais, exercice de faire un rapport, qui va t'aider aussi à t'habituer à faire des rapports ouais. pour les faire plus tard. Parce Et que tu ne il y a un sauras pas truc le que faire. Ouais, c'est tout ça. le monde déteste en test. Très rares sont les cas des gens qui détestent pas. Moi, je suis un cas comme ça. C'est d'écrire. Les gens détestent écrire. Ah oui? Mais, Oui, mais écrire. mais écrire, ça fait Toujours énormément une après. grande partie de la recherche. Mais ils détestent, mais ils les font. Alors que déjà, si tu as une utile magique, la baguette magique, et qui va t'écrire des rapports pourris pour toi, Mm, déjà, enlève une petite opportunité, ou une grande opportunité, ça dépend de combien de rapports tu fais pour toi-même, mm. ta bibliothèque, pour t'entraîner et pour pouvoir faire les vrais boulots à la fin, quoi, à la fin de la rédaction de la thèse. Moi, quand je suis arrivé, je commençais à écrire des rapports par-ci, par-là, et comme c'est des rapports qui étaient écrits par moi-même, avec mes mains, avec l'ordinateur, mais c'est moi qui tapais. Mm. J'avais déjà des introductions, des trucs que je pouvais piquer de mon propre rapport qui personne n'a lu Mm. pour faire des articles. Donc ça m'a aidé à avancer beaucoup plus vite dans mon recherche. Alors que si Tellement. j'aurais demandé à ChatGPT de les faire, j'aurais dit, écoute, il me faut tout écrire, j'ai pas l'habitude, je suis pas chaud, je me suis pas chauffé pour écrire. Maintenant, je dois tout de suite écrire un article, j'ai pas l'intro, il faut que je fasse la recherche. Ah, mais ces trucs-là, si ChatGPT écrit, je peux pas lui piquer directement parce que c'est pas vraiment bien fait. Alors que moi, j'avais un raccourci en disant, j'ai déjà fait un boulot. Ça veut dire que j'ai écrit un rapport pour moi-même, elle n'était pas parfait, mais je l'ai pris déjà comme base pour faire un article et ça m'a aidé à avancer très vite. Mm. L'anglais, il faut le corriger, je suis d'accord. Ça peut être une manière intéressante de l'utiliser, c'est de l'utiliser en tant que prof. Je ne suis pas trop chaud pour le faire, mais je sais qu'il y a des outils qui existent. Non, Mais par pas exemple, plus que ça, quoi. ouais. Oui, mais c'est ça, c'est que tu ne peux pas. L'idée, c'est genre que j'ai dit tu, mais une personne quelconque, c'est-à-dire une personne quelconque qui va dire je ne veux plus rien faire et je veux juste que ChatGPT fasse tout à ma place. C'est vraiment une approche déconseillée. En gros, la bonne utilisation, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que tu veux une tâche spécifique et tu l'utilises comme un prof ou lorsque tu as besoin d'une petite direction ou quoi que ce soit. En fait, ou lorsque tu te poses des questions, lorsque tu recherches une donnée spécifique qui peut te permettre d'avancer, oui. Oui, c'est ça, en fait. Mais Il ne pas faut pas qu'il oublier que fasse tout à ta place et que tu crois juste les voilà. bras. Mais tu vois, même si c'est comme ça, je trouve que ça fait un changement, hein, c'est inévitable. Mais ça me rappelle à la voiture. Ouais. La voiture, c'est très subtil quand on se balade des longues distances, mais dans des courtes distances, il y a beaucoup de pays. Je cite les États-Unis par exemple. Les gens prennent la voiture même pour y aller à 5, même pas 5, 3 ou 2 kilomètres de chez eux. Et qu'est-ce qui s'est provoqué aux États-Unis? Ça provoque une crise de santé avec l'obésité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas éviter. Quand il y a une outil qui apparaît, ça veut dire que le travail humain derrière, qui va être remplacé par cet outil, va être perdu, va être plus réalisé. Après, ouais, il y a des campagnes et tout pour faire les gens bouger 30 minutes par jour et tout pour éviter de perdre la santé, mais la voiture a remplacé la mobilité humaine elle-même et donc l'exercice qu'on faisait pour notre santé. Et les bus, la voiture, tout ça. Alors, je dis pas que c'est mauvais d'avoir une voiture, c'est le contraire. J'allais te poser la question. Ouais. Oui, mais c'est ça. Moi-même, j'aimerais avoir une voiture. Mais il faut être conscient de que quand il y a une outil qui arrive, il y a quelque chose qui va disparaître dans un certain secteur de l'humanité. Il y a des gens qui font des sports en marchant, ils vont faire des sports autrement. Et il y a des gens qui font plus de sport parce qu'ils ont la voiture, donc ils ne sont pas, même pas par nécessité, ils bougent, même pas par nécessité. Donc, ils ne bougent pas, ils restent assis à la maison, assis au travail, il n'y a que la voiture, ils ne font pas d'exercice, alors qu'avant, il y avait. Donc, je prends cet exemple très général pour y aller après un exemple plus spécifique, c'est l'apparition d'Internet. Internet, c'est un outil, quand même, qui a révolutionné le monde à l'époque et tout. Et j'ai pas vécu cette époque-là, mais je sais que, par exemple, mes parents, ils ont vécu l'époque où ils devaient y aller lire à la bibliothèque et réécrire à la main tout ce qu'ils faisaient. Tout ce Wow. qu'ils
Alors, à l'époque, quand j'étais étudiant, Internet, c'était Wikipédia, la page magique, c'était pas ChatGPT, c'était Wikipédia, c'était notre IA. C'était en mode, tu fais copier-coller et bon, tu fais un peu, tu changes les mots, tu réécris des choses. Voilà, tu fais un peu le travail des chats GPT parce que Wikipédia a fait déjà la recherche, mais toi, tu fais un peu l'effort de le faire apparaître que c'est toi qui l'écris et voilà, tu rends ça en tant que devoir à la maison. C'est dommage, mais c'est ça la recherche de l'époque qui ont fait. C'est pas tout le monde, je pense qu'il y a des cas qu'il y a eu des gens qui vraiment ont fait l'effort dans les mondes, mais je me rappelle qu'en Équateur, et en général, je pense que les gens, ils faisaient un peu, à peu près ça. Il y avait des gens qui n'étaient pas intéressés par une thématique et même, ils ne lisaient pas, ils faisaient ça, copier-coller, en donnait aux profs. Bon, les profs se rendaient compte que c'était copier-coller des Wikipédia, mais il y avait des gens un peu plus astucieux qui disaient, écoute, je vais un peu changer les choses. Moi, j'étais un de ces gens-là. Moi, je ne suis pas heureux de le dire, mais c'est comme ça. Et voilà, c'était notre truc. Donc, l'Internet nous a rendu encore plus paresseux. Parce que c'était pas les modes efficacité, parce qu'on faisait pas une recherche super pointue, super poussée pour faire des trucs super bonnes. À la fin, moi, j'ai commencé à les faire parce que j'avais marre de râler par rapport à ça et de faire la même chose par rapport à laquelle j'ai râlé. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais 12, 13, 14 ans, j'ai fait ça. Après, j'ai pris conscience et j'ai dit, bon, j'arrête de faire ça, je vais faire la recherche. Mais il y a des gens qui ont continué à faire ça et qui sont des professionnels qui n'ont pas une vraie connaissance. Et donc, on commence à être seulement un exécuteur de tâches, en mode j'appuie ces boutons, j'appuie ces boutons, j'appuie ces boutons, et on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. Et donc, ChatGPT, ça va être la même chose. Une fois que l'outil commence à s'améliorer, ouais, à s'améliorer, et de moins en moins, l'humain doit faire des choses lui-même et il va devenir un exécuteur de tâches. Et ce qui va affecter, c'est pas vraiment les chercheurs, c'est pas vraiment les ingénieurs. Ils vont continuer à faire leur truc bien. Ce qui va affecter, c'est les générations qui viennent et qui grandissent avec. Parce qu'ils te disent, oui, ChatGPT, il te fait les devoirs. Et il fait les devoirs. J'ai vu même un truc intéressant. Il y avait quelqu'un qui avait demandé à ChatGPT d'écrire un rapport, mais les rapports devaient être rendus à la main, fait, écrits à la main. Donc tu te dis, ouais, au moins les mecs, il va écrire à la main et c'est lui qui va au moins retenir quelque chose. Non, je pense que c'est lui-même qui l'a fait, et c'est ça qui est contradictoire et à la fois incroyable, c'est que lui, il avait programmé une imprimante 3D pour écrire comme si c'était lui qui est en train d'écrire. Donc, les seules choses qu'il a fait, bon, il a tout la tâche de programmer l'imprimante 3D, hein. Ça, c'est super compliqué à faire. Donc, lui, il a fait un sacré effort. Mais tous ces sacrés efforts, c'est pour créer une outil qui peut-être d'ici 10 ans sera présente dans tous les maisons de gens parce que de plus en plus la technologie devient moins chère. Avant, une imprimante 3D, c'était super cher. Maintenant, c'est un peu plus économique. Plus tard, peut-être, c'est encore plus économique. C'est comme les portables. Avant, il n'y avait que les riches qui les avaient. Maintenant, tout le monde a un portable. Peu importe la qualité, mais il est un portable. Et donc, le mec, il avait programmé ça. Donc, ChatGPT avait fait le rapport et l'imprimante 3D avait imprimé le rapport. Donc, lui, il n'a même pas bougé un doigt en dehors de la Génial. programmation. Oui. Donc, tu peux faire tes devoirs à la maison à la main avec ChatGPT et une imprimante 3D. Alors, tu te dis, c'est n'importe quoi, c'est quoi cette histoire? Moi, je trouve que Et c'est tu te un rends compte de génie. tout. Moi, je trouve C'est que c'est un c'est un génie. génie, oui, c'est un génie, mais ça rend opérateur le là. Parce que dis-toi que si j'ai fait des approximations un peu ridicules, mais imagine que tout le monde, toutes les familles ont une imprimante 3D ou accès à une 3D. Occupé construire, les étudiants peuvent construire une imprimante 3D eux-mêmes et ils les font très pas cher du tout, ils les font très simplement. Et ils sont déjà les programmes pour coder. Même pas, ils codent même pas, ils s'apprennent pas à coder, mais ils sont déjà sur Internet un programme qui fait une écriture à la main. Parce qu'une intelligence artificielle peut faire ça déjà aussi, peut reconnaître ton écriture à la main et voilà, on peut ajouter les paramètres, je sais pas. Je rêve un peu, mais d'ici à 10 ans, ça sera possible. Ça veut dire que tu n'auras même pas besoin d'apprendre à écrire, seulement à lire. À Dès que tu écrire. sais lire, Ah, pareil. ouais. Parce que tu peux tout écrire par l'imprimante 3D. Donc en plus, j'exagère, mais ce que je veux dire par tout ça, c'est l'être humain commence à devenir paresseux à cause des outils qui sont mal implémentés, hein. C'est pas que les outils Ouais. sont mauvais, c'est que les outils sont mal utilisés par les propres êtres humains. Surtout les Ouais. jeunes, hein. Les gens, il y a des gens qui sont très paresseux, qui ne veulent rien faire. Mais du coup, c'est pas la faute des outils, mais c'est Non, les êtres non. humains eux-mêmes qui utilisent les outils d'une manière.
qui Voilà, c'est ça. C'est répondent. comme Ouais, à la fin, ChatGPT, peu importe si c'est intelligent, c'est toujours ouais, artificiel, c'est pas un être humain, donc ouais. l'outil, hein, c'est un truc qu'on utilise et qu'on peut utiliser comme on veut. Tu peux prendre un marteau et l'utiliser pour construire une maison, tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un. C'est pas la faute du marteau, c'est la faute à toi. C'est vrai. Mais l'effet que l'intelligence artificielle soit présentée par les personnes comme la révolution, c'est vrai, c'est une révolution, mais il faut faire attention à pas dire que l'intelligence artificielle va faire tout pour nous ou nous faire croire que l'intelligence artificielle peut faire tout pour nous. Parce que si c'est vrai qu'il pourra, dans une future, pourra le faire, ça veut dire qu'on va créer une société où les gens ne sauront faire rien du tout. Je pense qu'on va Ils aller de ne plus en faire rien du plus tout, vers cette mais société, hein. Et je pense qu'avec la il faut tendance où le monde va, on va aller de plus en plus vers ce type de société. Bientôt, on va avoir mais des robots comme Terminator dans la rue. voilà. C'est On va dommage. aller, on va marcher avec des robots dans la rue. Quand tu vas aller au supermarché, quand tu vas passer à la caisse, il y a un robot qui va t'encaisser. Un Mais robot tu qui sais va il y a des gens qui ne sont pas forts en pourcentage. Ça veut dire que si tu lui dis qu'il y a quelque chose qui est à 20% de réduction, et c'est 1,50 $, ils prennent leur temps à faire la réduction et tout, et voilà. Mais avant, les gens, ils devaient faire, en fait, Ouais. je pense que les gens qui étaient dans une époque où il y avait moins des outils, moins de calculatrices, moins des choses comme ça, ils devraient apprendre à les faire à des têtes. Et ils étaient super forts à faire des têtes. Après, il y a la calculatrice qui est apparue. On fait des calculs plus complexes, mais quand même, il y a des sommes, des multiplications, des trucs comme ça, Mm. qui sont qui les gens ne savent pas faire, quoi, des têtes. C'est pourquoi? Parce qu'il est apparu un outil qui peut le faire plus rapide que nous et plus efficace que nous, hein. Je dis pas que non, mais qui nous remplace en soi, remplace les calculs mentaux qui ont été censés de faire nous-mêmes et qui nous rendent un peu plus paresseux. Je suis d'accord, c'est bien pour faire des analyses, les ordinateurs et tout, pour des choses très pointues, et style les dérivés qui prenaient 2 ou 3 pages à faire une seule dérivée. Ça, je suis d'accord, mais pour faire 1 + 1 ou 10 + 50 ou faire le 20% de 10 dollars, et là, il ne faut pas utiliser la calculatrice, mais on s'est habitué à les faire. Et maintenant, les gens vont s'habituer encore à moins faire d'efforts pour des tâches banales, parce que c'est ça, ce sont des tâches banales. Ils vont perdre une capacité mentale, je dis pas énorme, mais quand même, ils vont perdre un peu la capacité mentale par rapport aux autres générations qui faisaient tout de tête. Mm. Pas faux. Donc, c'est mon approche de l'intelligence artificielle. Je suis pas trop fan pour ça. C'est génial. C'est pour rigoler. Moi, je suis d'accord. J'adore l'intelligence artificielle pour Du coup, rigoler, vous mais pour rigolez. travailler de sérieux, non. Pour travailler en mode sérieux, moi, c'est moi qui prends de tout. Et j'ai fait tout. C'est pour ça qu'il y en a des gens derrière nous. Quand tu travailles avec tes collègues, tu demandes une validation de tes collègues. Et c'est ça les itérations, on va dire, qui ont fait entre êtres humains. Mm. Mon collègue, il check mon travail, il voit s'il y a des erreurs de calcul. Et mon chef peut vérifier. Voilà, comme ça, on construit une vraie connaissance. Et c'est quelque chose qui s'est perdu aussi, c'est les savoir-faire. Tout le monde a des connaissances, mais personne n'a des savoir-faire aussi. Et ça, c'est chaud. Et c'est pourquoi? Parce qu'on a arrêté de transmettre le savoir-faire et on a fait trop confiance à des processus industriels directs, automatisés. Et bon, de plus en plus, comme tu as dit, on est remplacé par les machines. Les gens perdent de travail, il faut s'adapter, je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, d'ici 50 ans, je pense que l'être humain peut faire rien du tout. Il y a un risque, ouais. Tu sers à rien faire parce que de plus en plus, on a des choses prêtes à, bon, on va dire déjà la bouffe, on a des trucs prêts à chauffer. C'est super, hein, c'est super intelligent pour les gens qui n'ont pas le temps, mais il y a des gens qui ne savent pas cuisiner. Tu habites toute seule, si tu ne sais pas cuisiner, tu es mort. Non, maintenant, tu as les trucs prêts à chauffer. Moi, je cuisine plus depuis longtemps. Ça peut Ouais. être une moyen pour les étudiants qui sont paresseux de apprendre encore moins. Voilà. Ah ouais? Mais Donc, après, ouais. oui, oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ça peut être un moyen pour les étudiants d'apprendre plus. Par exemple, moi, depuis que ChatGPT est arrivé, j'ai appris plus de choses qu'auparavant. Parce qu'au fait, le truc, c'est que quand je vais apprendre des choses sur Google, je trouve un panel d'informations, je suis perdu dans les informations. Or, aujourd'hui, quand je vais apprendre une chose, je vais sur ChatGPT, je lui pose la question que je vais lui apprendre. Et quand il me donne une réponse, j'approfondis. Et quand il me donne une réponse, je lui dis, donne-moi une étude scientifique qui prouve ça. Tu vois, et au fait, il me permet d'apprendre rapidement, c'est-à-dire, euh, la- en 30 minutes,
j'apprends les choses ou avant, je prenais une heure, une journée pour apprendre. Ouais, non, mais c'est ça qu'il faut. Après, en fait, ça dépend de la C'est pas personne. pour important. Une personne Ouais, qui ne sait pas l'utiliser de la bonne manière, ça devient contre-productif. Et comme tu le dis. voilà. Et Ouais. il faut enseigner les gens à bien utiliser les outils, hein. Ouais. C'est, Surtout les jeunes. Les jeunes, il faut qu'ils savent bien utiliser leurs outils et que ça ne devienne pas un moyen de moins travailler, mais un moyen de travailler de manière plus efficace. Voilà. Parce ouais. que Ouais. tu peux avancer plus vite, dans tes études si tu l'utilises bien et tu peux aussi risquer d'apprendre moins. Ouais. C'est intéressant, franchement, ton avis, ce que tu partages dessus, parce que, en règle générale, depuis l'arrivée de l'IA, tout le monde dit que c'est quelque chose d'exceptionnel, et c'est vrai, il y a beaucoup de choses exceptionnelles, même moi aussi j'en parle, mais c'est vrai qu'il y a également des autres aspects que beaucoup de gens ignorent, et c'est vrai que c'est intéressant que tu soulèves également ce point, parce Oui, que, oui, oui. en règle générale, on n'y pense pas. Non, mais il faut. On a l'enthousiasme du fait que voilà, ChatGPT est là, elle fait quelque chose, telle chose, et on n'y pense pas beaucoup. Mais du coup, là, en ce qui concerne ton doctorat, là, c'est ton deuxième année, là. Oui, je suis déjà en deuxième année. Du coup, tu termines ton doctorat l'année prochaine, l'été, Un peu plus loin que l'été, on va dire l'automne. à l'automne. C'est Ah, long. oui, Septembre. ça va vite, C'est hein. long. Ouais. Ah, ben, j'espère que ça arrive vite. Non, comment ça, tu espères que ça arrive? Donc, la recherche, elle est super, mais ça fatigue. Tu veux Il que ça... faut, Ouais. ouais, non, mais il faut le dire pour tout le monde qui puisse, si tu as un conseil à donner pour quelqu'un qui te pose la question, est-ce que tu veux, s'il doit ou pas faire un doctorat, Ouais. tu dois lui poser la question tout de suite, est-ce que tu adores, mais vraiment adores faire la recherche? Pas tu aimes, tu adores à faire la recherche, oui ou non? S'il te dit oui, j'aime un peu, mais ah non, c'est pas pour lui, hein. Pour le doctorat, il faut aimer à fond la recherche, à fond, à Ah fond, ouais. à fond. Mm. Et je pense que ça, parce que si tu n'es pas passionné par les sujets et par la recherche elle-même, ça devient trop, trop dur de maintenir un doctorat. C'est quoi Ça devient dur. C'est quoi pour toi ce que tu dirais, c'est quoi pour toi, j'allais dire les symptômes, mais c'est pas vraiment le vocabulaire, mais j'imagine que tu vois ce que je veux dire. Ce que tu dis, il faut être passionné par la recherche. Qu'est-ce que tu entends par là? Euh, Comment, par exemple, tu te dis que tu es passionné ou pas par la recherche? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comment tu fais la différence, par exemple, entre aimer la recherche ou te dire que tu aimes la recherche alors que tu n'aimes pas vraiment et être vraiment passionné? Je pense que ça peut se voir pendant pendant le stage. C'est le meilleur moment. Mm. Et pendant le stage, on fait la recherche un peu quand même, hein. On ne fait pas que travailler, c'est euh, stage fin d'année. Surtout pour les écoles d'ingénieurs et même les masters. Ouais, Et là, il faut se rendre compte de quelque chose. C'est ce que tu sens le temps passé quand tu es au labo. Si tu ne le sens pas et que tu sens que tu as fait des choses, mais que tu aimerais faire plus de choses, mm, alors que le temps passe très vite, là, ça veut dire que tu aimes la recherche. Parce que quand tu aimes faire quelque chose, tu ne te rends pas compte le temps passé. Ça passe très ouais, vite pour toi. ouais. Et donc là, si tu sens, tu es labo et tu fais tes tâches et tu dis putain, il a passé 5 minutes, il a passé 1 heure et tu comptes le temps, là, tu n'aimes pas. Là, Ouais. tu fais ton truc pour faire le truc. Mm, C'est tout. Mais quand tu l'aimes, tu arrives motivé au labo et tu commences à vraiment, mais il faut se le poser soi-même, hein. mm. Tu peux pas poser la question à personne, hein. Et là, tu t'es rendu compte que le temps passe très vite et que tu t'es dit, ah, j'aurais voulu faire un tel truc ou tel Ouais. truc. Là, ça veut dire que tu aimes. Si tu le vois pas comme ça, c'est pas pour toi. Il y a Après, une tu peux le chose. faire, Ouais. hein. Ouais. Tu peux le faire, mais ça veut dire que ça va être très dur de maintenir une attitude positive pendant les 3 ans. Et Mais tu du peux coup, arriver à la ouais. fin. Mais du coup, toi, tu dirais que tu n'es pas vraiment passionné par la recherche, Non, je m'en suis rendu compte de ça maintenant. que tu n'es pas Et passionné quand par la recherche. et je t'ai dit ça parce que même au stage, je faisais mon travail parce qu'il fallait le faire, Mm. mais pas, je sentais le temps en passer. Pour moi, ça s'est passé pas vite, le temps Ok. au labo. Durant presque tous les stages que tu as fait au labo, par le passé, La sauf première, peut-être peut-être, la première, elle était moins dure. Moi, j'ai bien aimé la parce que première. tu découvres, parce que tu découvrais, et j'imagine que tu avais moins de Oui. responsabilités.
Oui, forcément, Ouais, c'était stage technicien, fin d'études UT. ouais. Donc, quand même, je pense que la quantité de responsabilités vraiment a augmenté à partir du doctorat. Pas entre les autres stages où je me sentais avec la même responsabilité. Un peu plus au Japon où c'était à moi de commander mes produits à moi, mais seulement en écrivant le numéro casque, et c'est le numéro d'identification scientifique d'un produit sur Sigma Aldrich. Tu pouvais commander Mais tout pas ce que plus tu que ça. voulais? De ce que j'avais besoin, oui. Quand j'ai parlé avec mon encadrant, en lui disant que j'avais besoin de tel produit parce que j'ai plus, il m'a dit OK, commande assez pour les labos. Et moi, j'écrivais le numéro case, la quantité, les prix, une recherche de 5 minutes sur Internet, sur Sigma Aldrich directement. Mm. Et c'était quelqu'un d'autre qui plaçait la commande, quelqu'un d'autre qui faisait tout. Et une fois que les produits étaient arrivés, c'était à moi de récupérer et les mettre où il fallait. Et c'est les seules choses qui ont remonté en termes de responsabilité. Je pense que les autres responsabilités et quand j'étais à l'IUT et quand j'étais en deuxième année école d'ingé, c'était la même. Mais la première, j'ai bien aimé. La deuxième, elle était pas mal non plus. Celle du Japon, elle était sympa, mais je commençais à fatiguer. Je voyais, je commençais à fatiguer. Mais après, celle du Et Japon, est-ce que c'était pas parce que c'était au Japon et que ton rêve, ça a toujours été d'aller au Japon et que vu que tu es au Japon, du coup, peut-être que tu ne portes pas vraiment trop d'attention aux choses qui, pendant ta recherche, pouvaient un petit peu te déplaire parce que tu es au Japon et que tu veux profiter au max de l'expérience, quoi. Est-ce que ça joue ça, pas sur... je pense pas parce que comme Ok. c'était les temps de Covid et il fallait se concentrer sur le travail, t'avais pas grand-chose. Oui, j'ai pu visiter des choses, mais c'était pas en mode les pays ouverts et on peut faire tout ce qu'on veut parce qu'il n'y a pas risque. C'était vraiment en mode il faut faire attention, il faut. Et même que j'ai eu beaucoup de temps libre hein, pour visiter, donc même pas. C'est pas le fait que je suis servi en stage que j'ai dû rester en stage. Il a eu une fermeture d'un mois au labo, j'ai pu prendre une semaine de vacances, plus une semaine de confinement. Ah, confinement. Je l'ai dit comme ça parce qu'au Japon, il n'était pas vraiment obligatoire le confinement. Donc, je pouvais sortir, faire mes courses et faire des choses. Mais c'était recommandé de ne pas y aller à l'université. En fait. C'était pas un confinement. Donc, voilà. Donc, mais je me suis rendu compte, même en mes stages de deuxième année, ça s'est voyé un peu. Ça s'est voyé un peu. Donc, au bout d'un moment, il faut. Des fois, on ne peut pas accepter, mais au bout d'un moment, il faut accepter. J'ai accepté que. Et voilà, c'est la recherche. Si tu n'es pas passionné, le doctorat n'est pas pour toi. Alors que tu peux obtenir un meilleur travail, d'après ce que disent les gens, je ne sais pas. Hein. Pour l'instant, je ne suis pas encore là, mais tu peux mieux, plus valoriser en ayant un doctorant, je pense, qu'en ayant une licence. Bon, forcément, une Un diplôme licence, un master, d'ingénieur. mais un diplôme d'ingénieur, voilà. Tu penses que une personne qui a un doctorat va être plus valorisée qu'une personne qui a un diplôme d'ingénieur Déjà, oui, dans le secteur de la recherche, oui. dans le Fait, secteur de en la gros, recherche? avec un diplôme d'ingénieur, tu peux être dans le secteur de la recherche en étant qu'ingénieur ingénieur d'études, je pense que ça s'appelle. Ingénieur de Alors qu'avec recherche. Enfin, moi, quand je travaillais, j'avais entre guillemets, même si j'aime pas le mot, euh, disons, j'avais des supérieurs hiérarchiques, même si j'aime pas le mot supérieur hiérarchique, mais voilà, j'avais des responsables qui étaient au-dessus de moi et qui étaient ingénieurs de recherche. En tout cas, alors, je sais pas si, peut-être que tu dis ingénieur de métier, c'est ça? Non, ingénieur d'études. ingénieur d'études. Ingénieur d'études, Parce ça que, existe aussi. voilà. Mais dans mon domaine, en tout cas, tous ceux que j'ai eus, en tout cas, c'était des ingénieurs de recherche. Et ils ont tous fait des doctorats. Tous les ingénieurs de Voilà. recherche que j'ai rencontrés, ils ont tous Tu fait peux un pas doctorat accéder. et ils travaillent en tant qu'ingénieurs de recherche. Oui, parce qu'ingénieur de recherche, ingénieur d'études, c'est pas vraiment un ingénieur. C'est seulement un nom de poste. L'ingénieur d'études, c'est quelqu'un qui n'a pas un bac plus 8 et l'ingénieur des recherches, c'est quelqu'un qui a le bac plus 8. Donc, C'est en gros, ça. tu peux accéder à ingénieur de recherche parce qu'en théorie, comme tu as fait un doctorat, tu sais faire la recherche, donc tu peux être ingénieur de recherche. Tu es pas, tu peux avoir un projet sur toi, tu peux avoir oui, des doctorants avec toi. Et je pense qu'après, tu peux évoluer dans ta carrière, faire ton HDR, je sais pas, et faire des choses pour devenir prof. HDR, c'est pour devenir prof, là, ouais.
Donc, Du coup, toi, voilà. ouais, je te laisse continuer d'abord. Non, non, c'était ça en fait. Du coup, toi, tu te vois ingénieur de recherche? Je me vois d'abord, Tu te je me vois vois quoi? pas en recherche de suite. Et je me vois en tant que postdoc. C'est ça Non, mais que je vois. qu'est-ce que tu veux dire par postdoc? Parce que postdoc, c'est juste après le doctorat, c'est post-doctorat. En gros, Oui, mais ça ne pose pas. tu Ingénieur vas, de recherche, je pense que c'est un poste en mode CDI. Alors que postdoc, c'est à peu près la même chose, avec moins de ouais, responsabilités, ouais. parce que tu ne peux pas avoir des projets sur toi, mais c'est un CDD. Mais C'est pas un CDI, pardon. tu disais que tu te rendais compte que tu n'aimais pas la recherche. Donc, je me disais que peut-être qu'après ton doctorat, tu ne vas plus vouloir faire de la recherche comme ce que tu fais actuellement. Parce que si tu peux travailler en tant que postdoc, tu vas faire la même chose. Tu vas faire la recherche, et après, tu vas aller faire les conférences, tu vas aller présenter ce que tu fais comme recherche. C'est presque la même Voilà. chose que tu fais en doctorat que tu vas faire en tant que postdoc. Oui. Le problème, c'est qu'en tant qu'ingénieur des recherches, c'est à peu près la même chose, avec le plus que tu dois gérer des projets. Donc peut-être tu auras un petit stagiaire master sur toi. Déjà que tu peux le faire en Tu étant peux même prendre doctorant. un alternant. Quand j'étais en alternance, j'avais un ingénieur de recherche également qui. Voilà. Donc, tu as encore plus de responsabilités que la recherche. Alors qu'en étant en postdoc, en théorie, tu n'as pas ces Et en responsabilités-là. fait, tu vois, je n'ai pas de responsabilité. Non, 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 pas les responsabilités en plus qu'un ingénieur de recherche. Et de deux, Ouais. l'ingénieur de recherche, je t'ai dit, c'est un CDI en théorie, alors que les Ça postdocs, peut c'est un être un CDD CDD. aussi. Ouais. Mais après, tu peux être ingénieur de recherche en CDD également, hein. Bon, si ça dépend Ouais. la qualité du salaire. Tu peux faire l'une l'autre, Mais mais voilà, pas plus mais après, de, dans le cadre d'un salaire, je pense que tu as plus de chances de gagner plus en tant qu'ingénieur de recherche que, forcément. qu'en tant que postdoc. Et même les ingénieurs de recherche avec lesquels je travaillais, ils étaient tous statut cadre. Ils avaient entre guillemets, une petite flexibilité au travail avec des possibilités d'avoir des vacances un peu plus. En tout cas, si tu travailles en tant qu'ingénieur de recherche, euh, alors, j'en ai pas vu beaucoup dans le monde universitaire, hein. La plupart des ingénieurs de recherche que j'ai rencontrés, ils le font en entreprise, c'est-à-dire dans des grosses boîtes de matériaux ou de chimie, ou ainsi de suite. Et en tout C'est cas, aussi niveau salaire, avantage, ils en ont plus que si tu es postdoc. Mais c'est vrai que ça vient avec beaucoup plus de responsabilités et les entreprises sont très, très, très exigeants. En tout cas, les entreprises sont très, très, très exigeants sur les missions qu'ils te donnent parce qu'ils dépensent de l'argent, ils veulent que la recherche avance. Or, dans le monde universitaire, alors oui, les tuteurs veulent également que les recherches avancent, mais ils sont moins, en tout cas, ils sont moins, j'allais dire exigeants, mais voilà, ils sont un petit peu moins exigeants que les entreprises. C'est-à-dire qu'en entreprise, même si tu es juste thésard en Voilà. tes chiffres, l'entreprise te met beaucoup de pression comparé au monde académique. Oui, 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 forcément. En fait, en gros, c'est ça, en fait. Tu fais postdoc, tu as moins d'argent, mais tu as plus de flexibilité, moins de responsabilités, et ça te permet de penser. Parce que forcément, on voudrait tous vivre de nos rêves, hein. On a tous des rêves et on voudrait faire Ouais, ça pour travailler. C'est comme la phrase, je ne sais pas qui a dit ouais, ça. Il dit, travaille dans ce que tu aimes et tu travailleras jamais. Ça veut dire que tu ouais, ne sentiras pas du travail parce que tu sens que tu fais ce que tu aimes. Donc pour toi, c'est ouais, une diversion, un ouais, divertissement plutôt ouais. qu'un travail. Alors ça, c'est Et- pas possible dans le vrai monde parce que voilà, la vie, c'est comme ça. mm, Et donc, en tant que quelqu'un qui a besoin de payer les loyers, de manger, et tout, mais il faut travailler dans ce que tu peux faire pour l'instant. Donc, moi, je sais faire la recherche maintenant. mm. Je serai capable de continuer à faire la recherche en tant que postdoc et ça me permet de vivre, de gagner de l'argent, d'avoir un salaire. Et après, voilà, je verrai qu'est-ce qu'il y a comme opportunité. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut faire les postdocs. Parce que c'est une extension du doctorant avec un peu plus de responsabilité parce que tu peux encadrer, pas de manière officielle, mais un peu donner les coups de main aux doctorants. Mm. Et forcément, ton chef va être un peu plus exigeant avec toi qu'avec un doctorant parce que le doctorant, il est un peu petit, bâton et tout. Et quand même, il y a des chefs de 5 ans qui sont très exigeants avec leurs postdoctorants, avec leurs doctorants. Mm.
Donc voilà, mais ça dépend un peu où tu tombes, qu'est-ce que tu fais comme études, recherche, études, etc., etc. Mais déjà, les postdocs, c'est moins exigeant qu'un ingénieur de recherche. Et ça te permet un peu la flexibilité de dire, voilà, est-ce que je peux voir ici, est-ce que je peux tenter là, qu'est-ce que je veux faire après? Parce que si t'es pas fait pour la recherche, tu peux continuer à, je sais pas, prendre un poste de... euh, après les postdocs, après les doctorants, je pense que c'est difficile. Vraiment, je sais pas, je connais pas. Mm. Et je pense que la seule solution que tu as vraiment, c'est soit faire ingénieur de recherche, soit continuer à faire des postdocs un peu à l'infini, Ou soit soit devenir... continuer pour devenir enseignant-chercheur. voilà, c'est Ça. ça. Ouais. Donc, honnêtement, quand tu rentres dans les mondes de la recherche, Mm. avec les doctorants, Mm. commence à t'enfermer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm. Mais Tu peux actuellement, travailler dans les R&D des entreprises. Je ne sais pas dans quelle position exactement, mais tu peux travailler là, mais tu commences à t'enfermer. En gros, t'es fermé toutes les portes sauf la porte de la recherche. ouais. Et ça, c'est pas bon, je trouve. Parce que moi, maintenant, je me trouve dans cette, pas problématique, mais un peu dans cette histoire de, à la fin, il faut que je fasse de la recherche, quoi qu'il arrive, si je veux continuer. La seule solution, vraiment, c'est devenir prof ou devenir prof. Mais Prof pas. en termes, Ouais. pas enseignant-chercheur, mais prof dans les modes, tu donnes des cours et tout. Et c'est tout. C'est la seule manière dans laquelle tu peux arrêter la recherche en ayant un doctorat. Et je pense qu'en France, c'est pas facile d'être prof comme ça. Prof D'être pur, hein. enseignant-chercheur. Ah, OK. Voilà. Prof Prof pur. pur. Non, non, enseignant-chercheur, je pense que si tu travailles assez, que tu vas évoluer naturellement, tu peux faire les efforts pour évoluer vers cette direction. Sinon, tu peux évoluer vers une autre direction dans laquelle tu es seulement en cadre, en responsable des projets et des doctorants. Mais tu n'as pas un point au milieu comme en étant ingénieur. Je pense qu'en étant ingénieur, tu as beaucoup plus de possibilités plutôt. Tu peux faire la recherche, tu peux y aller travailler en entreprise en tant que conseiller. Je pense que pour un doctorant, c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais D'après, c'est évident. tu penses que Je sais là, pas. tu penses que là, quand tu auras ton doctorat, tu ne peux pas travailler en tant qu'ingénieur? Je pense que tu peux faire les deux. Je pense que ça commence à être compliqué parce que quand même, tu es ingénieur, on est ingénieur, hein, personne peut Ouais. nous Pour nous enlever. dire non. On est enregistré dans la base des données des ingénieurs de France, donc on est un ingénieur. Mais les gens vont voir plutôt la tendance ou les entreprises plutôt, de prendre un ingénieur qui a fait seulement son école d'ingé, qu'un ingénieur qui a un doctorat en plus. Parce que tu es surclassé, tu es pas surclassé, mais Ils vont se sur dire du que même. tu vas demander un salaire un peu plus élevé parce que Même tu pas, as je plus pense de que c'est une qualifications. idée Je pense que tu as surqualifié, voilà, tu es surqualifié déjà. Donc le salaire même, je pense que, je ne sais pas si c'est une question de problème administratif, légal, comme quoi en étant un docteur, tu peux pas être payé moins d'une certaine base. Donc déjà, si ça c'est vrai, parce que quelqu'un m'a expliqué quelque chose comme ça, je suis pas 100% sûr que ce soit les cas, mais les gens peuvent se renseigner. Mais si c'est le cas, ça veut dire que l'entreprise, quoi qu'il arrive, même si tu fais le travail d'ingénieur, il doit te payer plus, donc ils ne vont pas te prendre. Donc vraiment, tu te fermes de porte. Tu dois postuler au poste fait pour les docteurs. Parce que comme ça, ils vont avoir un docteur et ils vont payer les salaires d'un docteur. Ils vont pas avoir un docteur, un ingénieur pour payer les salaires d'un docteur. C'est pas logique. Donc vraiment, tu te fermes beaucoup de portes. Je pense que l'école d'ingé, même les masters, bon, les masters, c'est un peu moins, mais je pense que l'école d'ingé, il t'ouvre beaucoup de portes parce qu'il t'ouvre les portes vers la recherche. C'est un master, c'est beaucoup mieux. Mais il t'ouvre des portes vers l'entreprise, privée, publique, etc. Alors que quand tu es doctorant, ta seule porte, c'est la recherche. Et t'as pas, d'après ce que je sais, c'est tout ce qu'il y a. Soit les gens ils continuent en postdoc, soit les gens ils continuent en R&D des entreprises. Mais c'est toujours la même chose, c'est la recherche. Ok. Et donc il faut bien aimer parce que c'est 3 ans de ta vie que tu vas brûler, on va dire entre guillemets. Si tu n'aimes pas, non, non, mais si tu n'aimes pas, ça se sent comme ça, hein. Tu sens que tu brûles 3 ans de ta vie. Et bien avec des responsabilités que tu n'as pas en stage. Donc, par exemple, maintenant, c'est moi qui commande le produit.
Et on fait ça en contact avec les entreprises qui font le produit que j'ai besoin. Donc, je dois contacter par mail, parler avec eux, faire avancer les choses. C'est à toi de faire avancer les choses. C'est pas comme les stages où ton encadrant te dit bouge ça, fais ça, et tu fais comme un robot de répéter. Alors, Ouais. tu peux proposer forcément, mais tu as moins d'effort mental, on va dire. Donc, si tu n'aimes pas la recherche, tu fais pas vraiment la recherche. Ce que tu fais, c'est lire des articles, donner des propositions. Et après, basta, c'est ton tuteur qui décide, ton encadrant qui décide. Alors que là, c'est plutôt au mode, toi, tu dois faire avancer tes trucs. Donc, c'est un peu, des fois, c'est flou parce que tu sais pas si tu avances ou pas. Des fois, tu es un peu pressé parce que tu sens que tu n'as pas avancé assez, donc il faut que tu fasses l'effort d'avancer plus vite. Parce que quand même, on a une limite de temps, donc il faut qu'on fasse des choses. Et si tu n'as pas assez avancé pendant 2 ans, ça veut dire que la troisième année, tu vas devoir faire encore plus d'étapes. Donc c'est très long, c'est mal payé, je dirais, par rapport à ceux qui ont devrait être. En théorie, c'est vrai on fait pas un travail qui va changer le monde, ça il faut l'accepter, hein. Ah, mais peut-être que dans ta recherche, tu vas peut-être faire une Oui, découverte. parce que bon, il peut y avoir quelqu'un, mais c'est quelque chose que je dois dire, c'est que de mon point de vue, la recherche publique, elle n'avance pas si vite comme Ah, c'est vrai. la privée, parce qu'il n'y a pas ces pressions, comme tu as dit. Il n'y a pas cette pression, cette rigorosité comme on a une recherche entreprise, parce que l'entreprise a mis sa vie et son budget dedans, alors que la recherche publique, les budgets de l'État sont. Quand même, il y a des gens qui font l'effort pour faire avancer le monde, mais pour l'amour à la science, pas pour l'amour à l'argent. Alors que l'amour à l'argent, il fait bouger les choses beaucoup plus vite. Et donc, voilà. Donc, des fois, il y a des gens qui vont en changer rien dans les mondes. Il y a des gens qui peut-être vont faire des trucs intéressants. Mais il faut être conscient, conscient de ça, hein. Il faut être conscient de ça. Et à la fin, si tu fais pas avancer ta recherche toi-même, tu vas te trouver avec plus d'étapes, tu vas te trouver avec des choses et qui vont pas te stresser beaucoup. Et si tu n'aimes pas la recherche, tu vas sentir vraiment un coup, Mm. surtout la troisième année. De ce que j'ai entendu parler, je ne suis pas encore là, je suis encore dans la moitié, même pas la moitié de la deuxième année. La moitié, ça va arriver en mars. Et là, je dois un peu me rendre compte, faire un état, on va dire un état des lieux où je suis, qu'est-ce qui me manque pour pouvoir dire, ouais, je suis dans les bons chemins et tout, et là, commencer un peu à speeder les choses. Alors que déjà, moi, je speed beaucoup les choses. Normalement, les gens, ils font une conférence internationale en deuxième année, et ils commencent à écrire leur premier article en deuxième année. Alors moi, j'ai speedé beaucoup les choses, donc j'ai déjà fait 2 conférences internationales en première année, et j'ai déjà un article propre pour ma thèse, déjà en première année aussi. Rédigé Donc par moi, j'ai... ChatGPT. Non, on les voit bien parce qu'ils sont demandé de corriger l'anglais, donc on sait que c'est pas ChatGPT qui l'a fait. Et je sais pas, il me faut maintenant, demain, je reprends le travail, donc ça veut dire que je dois rentrer directement à corriger l'anglais. Et honnêtement, je vois pas des fautes. J'ai pas bien appris à écrire anglais scientifique, ça veut dire. À Ce qui quoi montre ressemble ta du journée? temps. Ouais. Hein? Ouais, je te laisse finir d'abord et je repose ma question parce que je t'ai coupé sans faire exprès. Tu étais en train de dire quoi? Non, mais j'allais dire que des fois, les examens, après les tests qu'ils font pour prouver que tu parles anglais, vraiment prouvent rien. Ouais, comme le TOEIC, là. Ah voilà, les deux, ils me parlaient de trucs. On va peut-être parler de TOEIC une prochaine fois. Oui, je disais, à quoi ressemble ta journée, une journée type au labo? À quoi ressemble ta Euh, journée, par exemple? Par exemple, demain, quand tu vas aller, demain, qu'est-ce que tu... D'une Demain, manière ça va être générale. vraiment flou. Ça dépend. Moi, j'ai 12 étapes. On va dire deux types de journées. J'ai la journée expérimentale et la journée rédaction. Alors, la journée expérimentale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je dois lire des. Je sais déjà ce que je dois faire. Donc, je vais y aller au labo et faire des expériences. Donc, j'arrive les matins. Je commence à préparer l'expérience parce que comme les expériences sont en microscopie électronique en transmission, ça peut prendre un jour entier. Ça dépend de ce que je dois faire. Donc, Ça, je c'est que prépare pour la nuit demain, ça. d'avant. Ça, c'est que pour demain, ça. Ou c'est le seul type d'expérience que tu fais tout le temps. Ou ça, c'est que pour La demain. plupart des choses que je fais, c'est ça. Mais normalement, je prépare une expérience. Je te parle de la microscopie en transmission, c'est parce que c'est celle qui prend plus de temps. Parce que Ok. sinon, peut-être, j'arrive les matins, je prépare les matériels, ça veut dire
la cathode ou tous les trucs pour assembler la batterie. Donc, je rentre en salle sèche, je l'assemble, je la lance et je dois checker d'autres choses. Je check mes emails, mes mails une fois que j'ai fini de lancer ma manip, peu importe la manip. Et après, voilà, c'est ça. C'est au mode, je marche pas mal de fois dans les labos. Parce que je prépare des choses une après l'autre pour pouvoir avancer mes expériences. Donc ça, c'est la journée expérimentale où voilà, tu prépares ta manip soit en avance parce que c'est une manip longue comme le microscope en transmission, soit les jours même comme l'assemblage des batteries et l'analyse des batteries. Et une fois que la manip est lancée, tu dois la surveiller, la vérifier parce que des fois, ça déconne. Et quand elle déconne, il faut la relancer, donc il faut être attentif. Et une fois que mes manips elles tournent toutes seules, parce que c'est des manips longues, des fois je lance une manip pendant un mois, j'ai des piles qui cyclent pendant un mois, déjà un mois et demi. Ah, S'ils ne sont pas déconnés déjà, espérons que non. Et donc c'est des piles qui tournent un mois et demi, et après je dois obtenir les données, les traiter aussi, ça fait partie de la journée expérimentale, ça veut dire s'asseoir en face de l'ordi et traiter les données. Et une fois que j'ai traité les données, je fais un petit rapport en disant je trouvais ça, ça, ça et ça. J'ai fait copier-coller des trucs. Je fais pas trop ça, hein, c'est quelque chose de dommage. Je dois le faire en plus. Et une fois que j'ai fait ça, voilà, c'est fini la journée si la manip elle était courte. Sinon, si c'est une manip longue durée, voilà, je lance la manip et c'est bon, je laisse tourner. Et quand est-ce- c'est journée rédaction, ça veut dire j'arrive, je parte directement au bureau. Je commence à checker mes mails. Une fois que j'ai fini mes mails, je commence à lire et à écrire. Lire et écrire, lire et écrire. Et c'est tout ce que je fais pendant toute la journée. C'est la journée la plus dure, hein. Au ok. contraire de ceux qui pensent, c'est la journée la plus dure, c'est ça. Surtout quand tu le fais pendant une semaine. Je me rappelle que j'étais pendant une semaine en train de rédiger un article. Waouh. Et il m'a fallu être comme ça tous les jours, toute la journée. Au bout d'un moment, j'étais fatigué et tout. Mais j'ai fini d'écrire ce qu'il fallait écrire. Donc, Ok. voilà, c'est à peu près ce mon temps. Il y a des gens qui font des pauses café à 10 heures au labo. Moi, je ne le fais pas. Je suis pas habitué. Donc, j'arrive à avancer un peu plus vite que ça. Tu prends la pause à midi, j'imagine. Ouais, la pause à midi, forcément, il faut y aller manger parce que ça fait mal de pas manger. Euh, ok, ok. Donc, Mais du coup, dès que j'imagine que oui, tu as personnellement choisi ce style d'organisation parce que tu es plus efficace comme ça. oui. Ouais, C'est la manière dans laquelle j'ai pu arriver à faire tout mon travail, ouais. devoir rester plus de temps de celle qui je dois rester. Ok. Moi, je suis totalement le contraire de toi, c'est-à-dire que euh, quand quand je dois faire une expérience, je prépare l'expérience, je lance l'expérience et pendant que l'expérience tourne, je vais rédiger. Et Ah, donc, voilà. moi, je travaille comme ça, ouais, c'est marrant. Le problème, c'est que maintenant, en fait, quand tu fais ce type de recherche, tu ne peux pas rédiger parce que ton expérience n'est pas finie. Donc, tu ne peux pas faire des conclusions. Parce que dans mon cas, il faut toujours traiter les données. Donc, Non, une mais fois tu qu'on peux obtient faire la une donnée, biblio. Tu peux faire la biblio. ah, la vidéo, oui, Ouais, ouais, oui, ouais. forcément. Mais normalement, ça finit déjà. Ça s'est fini déjà Ok, il y a ouais, un an. je vois. Tu as terminé ta Voilà. biblio. Ok, ouais. Voilà. Ah, c'est vrai La que. vidéo, si tu trouves un truc nouveau, Mm, là, tu peux faire la vidéo. Et là, c'est quelque chose que je fais. Si je lance une expérience et après, je me mets à chercher. ouais. Et c'est un truc intéressant, mais normalement, la biblio, elle est Elle est finie, quoi. bouclée. Ok, bah top. Bah, Après, il y a des choses qui vont arriver de plus, j'allais dire que tu es forcément. en avance, mais tu me disais que tu n'es pas en avance malgré que tu as terminé la biblio. Parce que si tu as terminé ta biblio, c'est la partie la plus grande. Le reste, il te reste juste à analyser tes résultats, à les commenter, à les expliquer et à proposer des subjections et c'est tout. Enfin, la biblio, c'est Le vraiment problème, grosse partie. la, la biblio, la biblio, c'est la plus dure. Les trucs, c'est que des fois, ta biblio ne convainc pas ton encadrant. Ok. Ah, mais ça, c'est la réalité, hein. Euh, euh, Donc, si tu fais ta biblio et que tu dis, OK, je comprends ce que j'ai rédigé, je comprends pourquoi, et là, il faut y aller les vendre à ton encadrant. Si ton encadrant dit non, mais c'est non. Donc, il faut partir sur la biblio à trouver plus de choses, pas à tout refaire, mais à trouver plus de choses qui expliquent, qu'est-ce que tu as fait ou ton idée pendant ton recherche, pourquoi tu as fait telle expérience, pourquoi tu n'as pas fait une autre, pourquoi. Ou même, des fois, c'est pas seulement ça, c'est l'effet que ton encadrant, on aille un peu plus. Un peu plus.
en ayant plus d'expérience que toi, Mm. il propose une nouvelle expérience et il faut faire la Ah biblio ouais, sur cette expérience. ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, il faut faire la biblio sur l'expérience au mode, je sais pas, mais sur telle variable, pourquoi sur ton matériau, Mm. etc. etc. Et donc, ça veut dire que voilà, il faut répartir à la base, à faire de la charge. Tu fais l'expérience en plus de la biblio. Et là, oui, là, tu le fais, si c'est des biblios de longue durée, si c'est des expériences de longue durée, tu le fais en parallèle. Des fois, il faut faire un peu plus en avance. Parce que comme ça, tu Ouais, sais qu'est-ce que tu sais que tu vas faire et tu vas pas tout cramer au début. ouais. Sinon, voilà, c'est un peu comme ça. Ça boucle. Ça fait des itérations des fois. Tu peux penser tout avoir bu pendant tes 3 premiers mois de biblio. La biblio, c'est les premiers 3 mois. Mm. Et après, tu te rends compte, ah non, j'ai pas fait tout ce que Ouais, j'ai. ouais, tu dois apprendre. Ok.